Sonobook présente Les aventures de Conan, volume 2. Chimère de fer dans la clarté lunaire. Chapitre 1. Le galop rapide de chevaux parmi les grands roseaux. Une chute lourde, un cri désespéré. Se dégageant de son coursier agonisant, son cavalier se releva en titubant. Une frêle jeune fille portant des sandales et une tunique nouée à la taille. Sa chevelure noire tombait sur ses épaules blanches. Ses yeux étaient ceux d'un animal pris au piège. Elle n'eut pas un regard vers la jungle de roseaux cernant la petite clairière, ni vers les eaux bleutées venant lécher le rivage derrière elle. Les yeux dilatés, elle fixait avec une intensité angoissée le cavalier qui fendait l'écran de végétation et mettait pied à terre devant elle. L'homme était grand et mince, mais dur comme l'acier. De la tête aux éperons, il était revêtu d'une cotte de mailles légère en argent qui moulait son corps souple comme un gant. Dessous son casque en forme de dôme et ciselé d'or, ses yeux bruns la regardaient avec moquerie. « Arrière !» La voix de la jeune femme vibrait de terreur. « Ne me touche pas, chat Amurat, ou je me jette à l'eau pour me noyer !» Son rire fusa, pareil à une épée glissant hors de son fourreau de soie. « Non, tu ne te noieras pas. Olivia, fille de la confusion, car l'eau n'est pas profonde près du rivage, et je t'aurai rattrapé avant que tu atteignes le large. Par les dieux, te retrouver n'a pas été chose aisée. Tous mes hommes sont loin derrière nous, mais pas un cheval à l'ouest de Vilayet ne peut distancer Irem très longtemps. » Il indiqua du regard l'étalon du désert, aux jambes longues et fines, se trouvant derrière lui. « Laisse-moi partir !» supplia la jeune fille, tandis que des larmes de désespoir souillaient son visage. « N'ai-je pas assez souffert ? Y a-t-il une humiliation, une souffrance ou un avilissement que tu ne m'aies pas encore infligé ? Combien de temps doit durer mon tourment ? Aussi longtemps que j'éprouverai du plaisir à tes plaintes, à tes supplications, à tes larmes et à tes souffrances, répondit-il avec un sourire qui aurait semblé prévenant à un étranger. Tu es étonnamment forte, Olivia. Je me demande si je me lasserai jamais de toi, comme je me suis toujours lassé des femmes qui t'ont précédée. Tu restes fraîche et pure en dépit de moi. Chaque jour passé à tes côtés apporte de nouvelles délices. À présent, viens. Retournons à Akif, où le peuple continue de fêter le vainqueur des misérables Kozakis, alors que celui-ci est occupé à poursuivre une fugitive pitoyable, une fugueuse stupide, insensée et charmante. Non. Elle recula vers les eaux bleues qui venaient lécher les roseaux. Oh si. Sa colère éclata, semblable à une étincelle jaillissant du silex. Avec une rapidité que les membres graciles de la jeune femme ne pouvaient égaler, il saisit son poignet et le tordit en pure cruauté, jusqu'à ce qu'elle pousse un cri et tombe à genoux. « Traînez ! Je devrais te ramener à Akif attaché à la queue de mon cheval. Pourtant, je me montrerai clément et te pendrai sur ma selle. Pour cette faveur, tu devras me remercier humblement pendant que... » Il la lâcha avec un juron de surprise et bondit en arrière. Son sabre jaillit de son fourreau comme une terrible apparition surgissait de la jungle de roseaux en poussant un cri de haine inarticulé. Olivia, levant les yeux du sol, aperçut ce qu'elle prit pour un sauvage ou un fou s'avancer vers Shah Amurat dans une attitude de menace mortelle. Il était puissamment bâti et nu, à l'exception d'un pagne lui saignant les reins. Son corps était couvert de sang et de boue séchée. Sa crinière noire était souillée de vase et de sang coagulé. Il y avait des traînées de sang séché sur sa poitrine, ses membres et sur la longue épée qu'il serrait dans sa main droite. Dessous les mèches de ses cheveux en broussailles, des yeux injectés flamboyaient tels des charbons ardents aux reflets bleutés. « Chien d'Hyrcanien !» vociféra l'apparition avec un accent barbare. « Les démons de la vengeance t'ont amené ici. »« Un Cosaque »
s'écria Shah Ammurat en reculant. J'ignorais qu'un de ces chiens avait échappé au massacre. Je pensais que vos cadavres raidis gisaient tous sur la steppe au bord de la rivière Ilbar. Tous sauf moi. Maudit sois-tu, lança l'autre. Oh, comme j'ai rêvé d'une pareille rencontre, alors que je me traînais sur le ventre parmi les ronces, que je me blottissais sous des rochers pendant que les fourmis dévoraient ma chair, ou que j'étais accroupi avec de la boue jusqu'aux dents. J'en rêvais, mais je n'aurais jamais pensé que cela arriverait. Dieu de l'enfer, avec quelle ardeur j'ai désiré cette rencontre. La joie sanguinaire de l'étranger était terrible à contempler. Ses mâchoires remuaient spasmodiquement et de la bave recouvrait ses lèvres noircies. « Arrière !» lui ordonna Shah Ammurat en l'observant attentivement. « Ah !» Cela ressemblait au hurlement du loup des forêts. « Shah Ammurat, le puissant seigneur d'Akif, ô maudit sois-tu, comme ta vue me fait plaisir. Toi qui as donné mes camarades en pâture aux vautours, les as fait écarteler, attachés à des chevaux sauvages, leur as crevé les yeux, les as mutilés, torturés. Ah, tu n'es qu'un chien galeux. » Sa voix se changea en un cri de folie furieuse et il attaqua. En dépit de la terreur qu'inspirait son apparence sauvage, Olivia était persuadée qu'il succomberait dès les premières secondes du duel. Fou ou sauvage, que pouvait-il faire sans protection face au seigneur d'Akif, protégé par une cuirasse ? Un instant, les lames flamboyèrent et s'entrechoquèrent, semblant à peine se toucher pour s'écarter aussitôt. Puis l'épée jaillit comme un éclair, évita le sabre et s'abattit avec une force terrifiante sur l'épaule de Shah Ammurat. Olivia poussa un cri devant la fureur de ce coup. Par-dessus le craquement de la cotte de maille transpercée, elle entendit distinctement la lame fracasser l'os de l'épaule. L'Hyrcanien recula en chancelant, son visage devenu soudain couleur de cendre. Du sang jaillit et s'écoula des mailles de son haubert. Son sabre glissa de ses doigts sans force. « Grâce !» haleta-t-il. « Grâce !» La voix de l'étranger vibra de fureur. « La même grâce que celle que tu nous as accordée, espèce de porc !» Olivia ferma les yeux. Ce n'était plus un combat, mais une boucherie, forcenée, sanglante, provoquée par une rage et une haine hystériques où culminaient les souffrances de la bataille, du massacre, de la torture, puis de la fuite, accompagnée de la peur, de la soif et de la faim obsédante. Olivia savait que Shah Ammurat ne méritait ni grâce ni pitié d'aucun être vivant. Pourtant, elle pressa ses mains sur ses oreilles et ferma les yeux, pour ne plus voir cette épée ruisselante de sang qui se levait et retombait avec le bruit d'un hachoir de boucher, et ne plus entendre les gargouillements qui diminuèrent rapidement et cessèrent enfin. Elle ouvrit les yeux et vit l'inconnu se détourner de la parodie sanglante qui ne ressemblait plus que vaguement à un être humain. La poitrine de l'homme se soulevait puissamment, d'épuisement ou de passion. Son front était inondé de sueur, sa main droite était couverte de sang. Il ne lui parla pas et ne jeta même pas un regard dans sa direction. Elle le vit marcher à grands pas à travers les roseaux poussant au bord de l'eau, se baisser et tirer sur quelque chose. Une barque apparut en se balançant, sortant de la cachette aménagée parmi les tuyaux de roseaux. Elle devina alors son intention et sortit de sa torpeur. « Oh, attends !» gémit-elle. Elle se releva en chancelant et courut vers lui. « Ne me laisse pas. Emmène-moi avec toi. » Il se retourna et la regarda fixement. Il semblait différent maintenant. Ses yeux injectés de sang avaient perdu leur lueur de folie. C'était comme si le sang qu'il venait de faire couler avait noyé le feu de sa fureur. « Qui es-tu » demanda-t-il. « Mon nom est Olivia. J'étais sa captive, je me suis enfuie. Il s'est lancé à ma poursuite. C'est pourquoi il est venu ici. Oh, ne me laisse pas ici. Ces soldats ne sont pas très loin,
Ils vont découvrir son cadavre, me trouveront auprès de lui. Oh !» Elle gémit de terreur et tordit ses mains blanches. Il la regardait d'un air perplexe. « Serais-tu mieux loti avec moi ?» la questionna-t-il. « Je suis un barbare et je sais d'après ton regard que tu as peur de moi. »« Oui, j'ai peur de toi, » répondit-elle, trop affolée pour chercher à feindre. « Ta vue me fait frissonner, mais je redoute encore plus les Hyrcaniens. Oh, laisse-moi t'accompagner. Ils me tortureront s'ils me trouvent à côté de leur seigneur mort. »« Alors viens. » Il se mit de côté, et elle monta rapidement à bord de l'embarcation, évitant tout contact avec lui. Elle s'assit à la proue, et il monta à son tour, poussant la barque vers le large à l'aide d'une rame. Puis, s'en servant comme d'une pagaie, il fit avancer le bateau à travers les roseaux touffus. Après un parcours sinueux, ils glissèrent enfin sur l'eau, s'éloignant de la végétation de la rive. Il se mit alors à ramer en utilisant les deux avirons, en de grands mouvements souples et réguliers. Les puissants muscles de ses bras, de ses épaules et de son dos saillaient au rythme de ses efforts. Le silence régna un certain temps. La jeune fille était blottie à la proue, l'homme tirait sur les rames. Elle l'observait avec une fascination craintive. De toute évidence, ce n'était pas un Hyrcanien, et il n'appartenait à aucune des races iboriennes. Il émanait de sa physionomie une dureté de loup révélant le barbare. Ses traits reflétaient cette même sauvagerie indomptée, accentuée par les lésions et les tensions de la bataille, et par son séjour dans les marais. Pourtant, il n'était ni mauvais ni dégénéré. « Qui es-tu » demanda-t-elle. « Shah-Amurath a dit « Cosaque ». Faisais-tu partie de cette bande ? »« Je suis Conan de Cimmérie, » grogna-t-il. « J'étais avec les Cosaquis, comme nous appelaient ces chiens d'Hyrcaniens. » Elle savait vaguement que le pays qu'il avait nommé se trouvait très loin au nord-ouest, au-delà des frontières les plus éloignées des différents royaumes de sa race. « Je suis une des filles du roi d'Ophir, » lui apprit-elle. « Mon père m'a vendue à un chef chémite parce que je ne voulais pas épouser un prince de Côte. » Le Cimmérien poussa un grognement de surprise. Les lèvres de l'Ophirienne se tordirent en un sourire amer. « Oui, il arrive que des hommes civilisés vendent leurs enfants à des sauvages en tant qu'esclaves. Et on traite ta race de barbare, Conan de Cimmérie. »« Nous ne vendons pas nos enfants, » gronda-t-il, levant son menton d'un air farouche. « Eh bien, j'ai été vendu. Pourtant, l'homme du désert n'abusa pas de moi. Il désirait se concilier les bonnes grâces de Shah-Amurath, et je fis partie des présents qu'il apporta à Akif, la ville au jardin pourpre. Ensuite, elle frissonna et cacha son visage dans ses mains. « Je devrais avoir perdu toute honte, » reprit-elle bientôt. « Pourtant, chaque souvenir me cingle comme le fouet d'un négrier. Je demeurais au palais de Shah-Amurath. Voilà quelques semaines, il partit à la tête de son armée pour combattre une bande d'envahisseurs qui ravagea les frontières de Turan. Hier, il est revenu triomphalement, et une grande fête fut organisée en son honneur. Au milieu de l'ivresse et des réjouissances, l'occasion s'offrit à moi de m'enfuir sur un cheval volé. Ce n'était pas la première fois que je songeais à m'enfuir, mais il se lança à ma poursuite et me rattrapa vers le milieu de la journée. J'avais distancé ses vassaux, mais je n'ai pas pu lui échapper. C'est alors que tu es arrivé. »« J'étais caché dans les roseaux, » grogna le barbare. « Oui, j'étais l'un de ces gaillards à la vie dissolue, les francs compagnons qui incendiaient et pillaient le long des frontières. Nous étions 5000, appartenant à toutes les races et à toutes les tribus. Nous avions fait partie des troupes mercenaires engagées par un prince rebelle de l'Est de Côte. Et lorsqu'il fit la paix avec son maudit suzerain, nous nous sommes retrouvés sans emploi. Alors nous avons commencé à piller indifféremment les avant-postes isolés de Côte, de Zamora et de Turan. Il y a une semaine, Shah-Amurath nous a attirés dans un piège, près des berges de l'île Bar, où il nous attendait avec 15 000 hommes. Mitra. Les cieux étaient noirs de vautours. La bataille dura toute une journée. Lorsque nos lignes cédèrent,
Certains d'entre nous essayèrent de s'échapper vers le nord, d'autres vers l'ouest. Je doute qu'un seul en ait réchappé. Les steppes étaient couvertes de cavaliers poursuivant les fuyards. J'ai tenté ma chance vers l'est, pour atteindre finalement la lisière des marais qui bordent cette partie de Vilayet. Depuis, je suis resté caché dans les fondrières. C'est seulement avant-hier que les cavaliers ont cessé de battre les roseaux à la recherche de fuyards comme moi. J'ai rampé, me cachant et m'enfouissant dans des trous comme un serpent, faisant un festin des rats musqués que j'attrapais et mangeais crus, puisqu'il m'était impossible de les faire cuire. Aujourd'hui, à l'aube, j'ai trouvé cette barque dissimulée dans les roseaux. Je n'avais pas l'intention de m'aventurer sur la mer avant la nuit, mais après avoir tué Shah Murat, j'ai compris que ces chiens cuirassés ne devaient pas être loin. Et maintenant ? On va se lancer à notre poursuite sans aucun doute. Même s'ils ne trouvent pas les traces laissées par le bateau, que j'ai effacées du mieux que j'ai pu, ils se douteront que nous sommes en mer, après avoir cherché en vain dans les marais. Néanmoins, nous avons de l'avance sur eux et je vais tirer sur ces rames jusqu'à ce que nous ayons atteint un endroit sûr. Où trouverons-nous cela ? Demanda-t-elle avec désespoir. Vilayet est hyrcanienne d'une rive à l'autre. Certains ne le pensent pas, répliqua Conan avec un rictus sévère, notamment les esclaves qui ont fui les galères pour devenir pirates. Mais quels sont tes plans ? Au sud-ouest, le littoral est tenu par les Hyrcaniens sur des centaines de milles. Nous avons encore une longue route à parcourir avant de franchir leurs frontières au nord. J'ai l'intention de me diriger vers le nord jusqu'à ce que j'estime avoir dépassé cette frontière. Ensuite, nous obliquerons vers l'ouest et essaierons de gagner la côte bordée par les steppes désertiques. « Et si nous rencontrons des pirates ? Ou une tempête ?» demanda-t-elle. « Et dans les steppes, nous mourrons de faim ?» « Ma foi, lui rappela-t-il, je ne t'ai pas demandé de venir avec moi. »« Je suis désolé. » Elle inclina son adorable tête aux cheveux noirs et bouclés. « Les pirates, les tempêtes, la faim, tout cela est préférable aux Turaniens. » En effet. Son visage sombre s'obscurcit plus encore. Je n'en ai pas fini avec eux. Rassure-toi, jeune fille. À cette époque de l'année, les tempêtes sont rares sur la mer de Vilayet. Si nous atteignons les steppes, nous ne mourrons pas de faim. J'ai grandi dans un pays aride. Ce sont ces maudits marécages, avec leur puanteur et leurs nuées d'insectes qui ont failli avoir ma peau. Je suis chez moi, dans les hautes terres. Quant aux pirates... Il eut un rictus énigmatique et se courba sur ses rames. Le soleil disparut à l'horizon, tel une boule de cuivre à l'éclat sombre, sombrant dans un lac de feu. Le bleu de la mer se confondit avec le bleu du ciel, et tous deux prirent une teinte délicate de velours sombre, piqueté d'étoiles innombrables et de leurs reflets. Olivia s'allongea à l'avant du navire. L'esprit ailleurs et rêveuse, bercée par les mouvements de la barque, elle eut la sensation de flotter dans les airs, les étoiles au-dessus et en dessous d'elle. Son compagnon silencieux se découpait vaguement sur les ténèbres plus douces. Les avirons heurtaient l'eau en un rythme régulier et soutenu. Il aurait pu être un rameur fantomatique la conduisant sur le sombre lac de la mort. Pourtant, sa peur s'était atténuée. Bercée par le mouvement monotone, elle sombra dans un sommeil paisible. Elle fut accueillie par l'aube lorsqu'elle ouvrit les yeux et elle prit conscience d'une faim vorace. Elle avait été réveillée par un changement dans le mouvement de l'embarcation. Conan était appuyé sur ses avirons, regardant derrière elle. Elle réalisa qu'il avait ramé toute la nuit sans prendre de repos et fut émerveillée par son endurance d'acier. Elle se tourna sur le côté pour suivre son regard et aperçut une muraille verte d'arbres et de fourrés épais qui s'élevait depuis le rivage et s'éloignait en une large courbe, enserrant une petite baie dont les eaux azurées et tranquilles ressemblaient à du verre. C'est une des nombreuses îles qui parsèment cette mer intérieure, lui apprit Conan. En principe, elles sont inhabitées. J'ai entendu dire que les Hyrcaniens les visitaient rarement. De plus, leurs galères ne s'écartent généralement pas des côtes, et nous avons parcouru une grande distance. Avant le coucher du soleil, nous étions hors de vue du continent. En quelques coups de rame, il amena le bateau jusqu'au rivage
et l'amarra solidement à la racine recourbée d'un arbre poussant au bord de l'eau. Sautant à terre, il tendit la main pour aider Olivia. Elle la prit et frémit légèrement en apercevant les taches de sang sur sa peau, devinant la force redoutable que recelaient les muscles du barbare. Une quiétude rêveuse régnait sur les arbres bordant la baie aux eaux azurées. Puis, quelque part, au loin parmi les arbres, un oiseau fit entendre son chant matinal. Une légère brise murmura parmi les feuillages qui s'agitèrent en bruissant doucement. Olivia se rendit compte qu'elle tendait l'oreille. Pour écouter quoi, elle n'aurait su le dire. Que pouvaient bien abriter ces forêts sans nom? Comme elle lorgnait timidement vers les ombres entre les arbres, quelque chose passa rapidement dans la lumière du soleil dans un vif tourbillon d'ailes. Un grand perroquet. Le volatile se percha sur une branche feuillue et se balança, statuette étincelante de jade et d'écarlate. Il tourna de côté sa tête huppée et fixa sur les intrus des yeux luisants, noirs comme le jais. « Crom !» murmura le cimérien. « C'est le grand-père de tous les perroquets. Il doit être âgé d'au moins 1000 ans. Regarde le savoir maléfique contenu dans ses yeux. Quel mystère gardes-tu, démon savant ?» Brusquement, l'oiseau déploya ses ailes flamboyantes et s'envola de son perchoir en lançant d'une voix rauque « Yakulan Yokta, Xutala !» Et avec un rire sauvage, horriblement humain, il s'éloigna parmi les arbres et disparut au sein des ombres opalines. Olivia le suivit du regard, sentant les doigts glacés d'un funeste pressentiment effleurer son échine. « Qu'a-t-il dit ?» chuchota-t-elle. « Des paroles humaines, j'en jurerais, » répondit Conan. « Mais en quelle langue, je l'ignore. »« Moi de même, » répliqua la jeune fille. « Pourtant, il a dû les apprendre de lèvres humaines. Humaines ou... » Elle scruta la forteresse de feuillage et frissonna imperceptiblement, sans savoir pourquoi. « Crom, je suis affamé !» grogna le cimérien. « Je pourrais manger un buffle entier. Nous allons chercher des fruits, mais je vais d'abord me laver et nettoyer toute cette boue et ce sang séché. Se cacher dans les marais est vraiment une sale occupation. » Sur ces mots, il posa à terre son épée, s'avança dans l'eau bleutée jusqu'à hauteur d'épaule et procéda à ses ablutions. Lorsqu'il ressortit, ses membres bronzés et bien découpés luisaient au soleil. Sa crinière noire, ruisselante d'eau, n'était plus hirsute. Au fond de ses yeux bleus couvait toujours une flamme inextinguible, mais il n'était plus sombre ou injecté de sang. La souplesse féline de ses membres et l'aspect redoutable de sa physionomie n'avaient cependant guère changé. Fixant à nouveau son épée autour de sa taille, il fit signe à la jeune femme de le suivre, et ils quittèrent le rivage, s'engageant sous les arches feuillues des grandes branches. Une herbe verte et drue recouvrait le sol, formant un coussin sous leurs pieds. Entre les troncs des arbres, ils apercevaient des panoramas enchanteurs. Bientôt, Conan émettait un grognement de plaisir à la vue de globes dorés et roux pendant en grappes parmi les feuilles. Il demanda à la jeune fille de s'asseoir sur un arbre abattu et emplit son giron avec les fruits exotiques. Puis, il mangea à son tour avec un appétit non dissimulé. « Ishtar !» s'exclama-t-il entre deux bouchées. « Depuis Ilbar, je me suis nourri de rats et de racines que je trouvais dans la boue puante. Ceci est agréable au palais, mais pas très nourrissant. Cependant, si nous en mangeons suffisamment, cela suffira pour le moment. » Olivia était trop occupée pour répondre. Une fois l'arête vive de sa faim émoussée, le cimérien commença à examiner sa belle compagne avec plus d'intérêt que précédemment, remarquant les boucles épaisses et brillantes de ses cheveux noirs, sa peau délicate au teint de pêche et les contours voluptueux de sa silhouette élancée que la tunique de soie des plus réduites dévoilait tout à son avantage. Achevant son repas, l'objet de son examen attentif releva la tête et, rencontrant son regard brûlant, ses yeux réduits à des fentes, Olivia changea de couleur et ses doigts laissèrent échapper le restant du fruit. Sans faire de commentaire,
Il indiqua d'un geste qu'ils devraient reprendre leur exploration, et se levant, elle le suivit. Ils quittèrent les arbres et arrivèrent dans une clairière dont la lisière opposée était fermée par des fourrés très denses. Comme ils s'avançaient à découvert, un fort craquement retentit dans les fourrés. Conan bondit de côté, entraînant la jeune fille avec lui, évitant ainsi de justesse une forme qui fendit l'air en sifflant, passa près d'eux et heurta un tronc d'arbre avec un impact terrifiant. Dégainant vivement son épée, Conan bondit à travers la clairière et disparut dans le bosquet. Un long silence s'ensuivit. Olivia était blottie sur l'herbe, terrifiée et abasourdie. Bientôt, Conan ressortait du rideau de verdure. Son visage renfrogné exprimait une certaine perplexité. « Rien dans ces fourrés, » grommela-t-il. Pourtant il y avait quelque chose. Il examina le projectile qui les avait manqués de si peu et poussa un grognement de surprise, comme s'il n'arrivait pas à croire ses propres sens. C'était un énorme bloc de pierre verdâtre. Il gisait sur l'herbe, au pied de l'arbre dont le tronc avait été fendu sous le choc. Une telle pierre sur une île inhabitée, plutôt étrange, gronda Conan. Les adorables yeux d'Olivia s'écarquillèrent. La pierre formait un bloc symétrique, indiscutablement taillé et modelé par des mains humaines. Elle était étonnamment lourde. Le Cimmérien la saisit à 2 mains, plantant ses pieds dans le sol, tandis que les muscles de ses bras saillaient et se nouaient comme des cordes. Il la souleva au-dessus de sa tête et la lança au loin, utilisant chaque parcelle d'énergie de ses muscles. La pierre tomba à quelques pas devant lui. Conan jura. « Aucun homme ne pourrait lancer ce rocher à travers la clairière. C'est l'affaire d'une machine de siège. Pourtant, il n'y a pas de mangonneau ou de baliste ici. » « Peut-être a-t-elle été lancée par un tel engin de plus loin ?» suggéra-t-elle. Il secoua la tête. « Elle n'est pas tombée d'en haut. Elle provenait de ce bosquet là-bas. Tu vois comme les branchages sont cassés ? On l'a jetée comme un homme jetterait un caillou. Mais qui ? Ou quoi ? Viens. » Elle le suivit avec hésitation à l'intérieur du bosquet. Une fois franchie la lisière extérieure des fourrés épais, le sous-bois était moins dense. Un silence absolu régnait sur toute chose. L'herbe souple ne révélait aucune empreinte de pas. Pourtant, c'était bien de ce bosquet mystérieux qu'avait jailli le roc, rapide et mortel. Conan se baissa vers le sol, où l'herbe avait été aplatie et écrasée ici et là. Il secoua la tête avec irritation. Même ses yeux exercés ne parvinrent pas à deviner ce qui s'était déplacé et tapi à cet endroit. Son regard erra jusqu'à la voûte verte au-dessus de leur tête, formant un plafond compact de feuilles épaisses et d'arches entrelacées. Brusquement, il se figea sur place. Se relevant, épée en main, il commença à battre en retraite, poussant Olivia derrière lui. « Hors d'ici, vite !» la pressa-t-il en un chuchotement qui glaça le sang de la jeune fille. « Qu'y a-t-il ? Qu'as-tu vu ?»« Rien du tout !» répondit-il en restant sur ses gardes, sans interrompre sa retraite prudente. « Qu'y a-t-il alors ? Qu'est-ce qui rôde dans ces fourrés ?»« La mort !» répliqua-t-il. Son regard était toujours fixé sur les arches de jade sombre qui occultaient le ciel. Une fois sorti des fourrés, il la prit par la main et la guida rapidement à travers les arbres qui se clairsemaient. Bientôt, il grimpait une pente herbue, faiblement boisée, et émergeait sur un plateau peu élevé où l'herbe poussait, haute et drue, et où les arbres étaient rares et disséminés. Au milieu de ce plateau se dressait une longue et vague structure de pierre verdâtre tombant en ruine. Ils regardèrent avec étonnement. Aucune légende ne parlait d'une telle construction sur aucune des îles de Vilayet. Ils s'approchèrent prudemment, observant les pierres recouvertes par la mousse et le lichen, et la toiture effondrée qui béait vers le ciel. De tous côtés, il y avait des fragments et des blocs de maçonnerie, à demi cachés par les herbes ondoyantes, donnant l'impression qu'autrefois, de nombreux bâtiments s'étaient dressés à cet endroit,
peut-être même toute une ville. À présent, il ne restait plus que cette structure de forme allongée, ressemblant à un grand vestibule. Ses murs s'inclinaient dangereusement, envahis par la végétation et la vigne vierge. Les portes, qui avaient jadis gardé son entrée, avaient pourri et disparu depuis longtemps. Conan et sa compagne se tinrent sur le large seuil et regardèrent à l'intérieur. Les rayons du soleil ruisselaient par les brèches dans les murs et la voûte, dessinant dans la salle un vague entrelac d'ombre et de lumière. Tenant fermement son épée, Conan entra, de la démarche souple d'une panthère à l'affût, ramassé sur lui-même, sans faire de bruit. Olivia le suivait sur la pointe des pieds. Une fois à l'intérieur, Conan poussa un grognement de surprise et Olivia étouffa un cri. « Regarde! Oh, regarde !»« Je vois, » répondit-il. « Il n'y a rien à craindre. Ce sont des statues. »« Oui, mais comme elles semblent vivantes et maléfiques !» chuchota-t-elle en se rapprochant de lui. Il se trouvait dans un grand vestibule dont le sol était de pierre polie, recouvert de poussière et de pierres tombées du toit. Des lianes et de la vigne sauvage, poussant entre les pierres, masquaient les ouvertures. Le haut plafond, plat et sans dôme, était soutenu par d'épaisses colonnes alignées le long des parois. Dans chaque espace entre ces colonnes se tenait une étrange silhouette. C'étaient des statues, en fer apparemment, noires et luisantes, comme si elles étaient polies en permanence. Grandeur nature, elles représentaient des hommes de grande taille, souples et puissamment bâtis, aux traits cruels d'éperviers. Ils étaient nus, et chaque renflement, dépression et contour des articulations et des tendons était représenté avec un réalisme incroyable. Pourtant, l'apparence de vie était la plus forte sur leurs visages orgueilleux et intolérants. Ils n'avaient pas été coulés dans le même moule. Chaque visage possédait ses caractéristiques individuelles, même s'il y avait une ressemblance tribale sur chacune. L'uniformité monotone d'un art purement décoratif était absente de ces statues, de leurs visages du moins. Ils semblent écouter et attendre, chuchota la jeune fille avec inquiétude. Conan cogna la poignée de son épée contre l'une d'elles. « Du fer, » déclara-t-il. « Mais par Crom, dans quel moule ont-elles été fondues ?» Il secoua la tête et haussa ses puissantes épaules, intrigué. Olivia balaya d'un regard timide le grand vestibule silencieux. Elle ne vit que les pierres couronnées de lierre, les piliers recouverts par les lianes et la végétation, et les sombres silhouettes méditant dans leurs niches. Elle s'agita, mal à l'aise, et aurait aimé s'en aller. Pourtant, les statues exerçaient une étrange fascination sur son compagnon. Il les examinait en détail, et se comportant en barbare, essayait de briser leurs membres. Elles résistèrent à ses efforts les plus vigoureux. Il lui fut impossible de défigurer ou de déloger de son emplacement une seule de ces images de fer. À la fin, il renonça, lançant des imprécations dans son étonnement. « Sur quelle sorte d'hommes ont-elles été copiées ?» demanda-t-il à l'univers entier. « Ces statues sont noires, pourtant elles ne ressemblent pas à des noirs. Je n'ai jamais rien vu de pareil. » « Allons retrouver la lumière du soleil » le pressa Olivia. Il acquiesça, lançant un regard déconcerté vers les formes méditatives disposées le long des parois. Ils quittèrent le vestibule obscur pour s'avancer vers la lueur ardente du soleil d'été. Elle fut surprise de noter sa position dans le ciel. Ils avaient passé plus de temps dans les ruines qu'elle avait supposé. « Retournons au bateau et partons », suggéra-t-elle. « J'ai peur ici. C'est un endroit étrange et maléfique. Nous pouvons être attaqués à tout moment par ce qui a lancé le rocher. »« Je pense que nous sommes en sécurité tant que nous ne nous trouvons pas sous les arbres, » répondit-il. « Viens. » Le plateau,
dont les côtés descendaient en pente abrupte vers les rives boisées à l'est, à l'ouest et au sud, s'élevaient au contraire vers le nord et aboutissaient à un ensemble compact de falaises rocheuses, le point culminant de l'île. Conan se dirigea par là, réglant ses longues enjambées sur le pas de sa compagne. De temps à autre, son regard impénétrable se posait sur elle, et Olivia en avait conscience. Ils atteignirent l'extrémité nord du plateau et s'arrêtèrent pour regarder vers le haut des falaises, aux parois escarpées. Des arbres poussaient en grand nombre le long du rebord du plateau, sur les versants est et ouest, et s'agrippaient à la paroi à pic. Conan regarda ces arbres avec méfiance, mais il commença l'ascension, aidant sa compagne à grimper. La pente n'était pas trop forte, entrecoupée de saillies rocailleuses et de blocs de rochers. Le cimérien, né dans une région de collines, aurait pu l'escalader en courant, avec l'agilité d'un félin. Mais Olivia trouva cet exercice plus délicat. À maintes reprises, elle se sentit soulevée du sol et hissée au-dessus d'un obstacle naturel dont le passage lui aurait demandé un trop grand effort. Son étonnement grandit à la vue de la puissance physique de cet homme. Elle ne trouvait plus son contact répugnant et se sentait protégée par sa prise d'acier. Ils se tinrent enfin sur la plus haute des falaises. Le vent, soufflant de la mer, agitait leurs chevelures. Sous eux, la paroi tombait à pic sur plus de 300 ou 400 pieds. En contrebas, une étroite bande de bois touffu bordait le rivage. Regardant vers le sud, ils virent l'île dans son ensemble. Elle avait la forme d'un grand miroir ovale dont les côtés biaisés descendaient rapidement vers une bordure de végétation, sauf aux endroits où elle s'interrompait net sur les falaises abruptes. Aussi loin que leur regard pouvait porter, les eaux bleutées s'étendaient de tous côtés, placides, immobiles, se perdant dans les brumes rêveuses à l'horizon. « La mer est calme, » soupira Olivia. « Pourquoi ne pas poursuivre notre voyage ?» Conan, semblable à une statue de bronze se découpant sur le ciel, désigna le nord. Scrutant avec intensité, Olivia aperçut une tache blanche qui semblait flotter très au loin dans les brumes légères. Qu'est-ce ? Une voile. Des Hyrcaniens ? Qui pourrait le dire à cette distance ? Ils vont jeter l'ancre ici ? Fouiller l'île pour nous retrouver ? S'écria-t-elle en proie à une vive panique. Cela m'étonnerait. Ils viennent du nord. Il est donc impossible qu'ils soient à notre recherche. Ils accosteront peut-être pour une autre raison. Dans ce cas, il faudra nous cacher du mieux que nous le pourrons. Mais je pense qu'il s'agit soit d'un navire pirate, soit d'une galère hyrcanienne de retour d'un raid au nord. Dans ce dernier cas, ils ne jetteront sans doute pas l'ancre ici. Toutefois, nous devrons attendre qu'ils aient dépassé l'île avant de reprendre la mer, car ils viennent de la direction où nous comptons nous rendre. Ce sera sans doute chose faite cette nuit. Nous pourrons poursuivre notre route à l'aube. Alors, nous allons devoir passer la nuit ici ? Frissonna-t-elle. C'est le plus sûr. Alors, dormons ici parmi ces rochers, le pressa-t-elle. Il secoua la tête, balayant du regard les arbres rabougris et les bois s'étendant en contrebas. Leur masse verdâtre semblait tendre des vrilles le long des parois rocheuses pour grimper jusqu'en haut des falaises. Il y a trop d'arbres ici. Nous dormirons dans les ruines. Elle poussa un cri de protestation. Il ne t'arrivera rien là-bas, la rassura-t-il. Quelle que soit la chose qui a lancé cette pierre sur nous, elle ne nous a pas suivis hors des bois. Je n'ai vu aucune trace indiquant qu'une bête sauvage avait fait de ces ruines son gîte. De plus, tu es douillette, habituée à une vie facile et au confort. Tu pourrais dormir nue dans la neige et n'en ressentir aucun désagrément. Mais si tu devais dormir en plein air, la rosée te donnerait des crampes et tu tomberais malade. Olivia acquiesça avec désespoir. Ils redescendirent les falaises, traversèrent le plateau et s'approchèrent une nouvelle fois des ruines sinistres hantées par les siècles. À présent, le soleil descendait en dessous du rebord du plateau. Ils avaient trouvé des fruits dans les arbres proches des falaises qui constituèrent leur dîner, à la fois nourriture et boisson. La nuit du sud tomba rapidement, parsemant le ciel bleu sombre de grandes étoiles blanches. Conan
pénétra dans les ruines peuplées d'ombre, tirant à sa suite une Olivia peu disposée à l'imiter. Elle trembla à la vue de ces ombres figées et raidies dans leurs niches le long des murs. Dans l'obscurité, que la clarté des étoiles ne faisait qu'effleurer, elle ne distinguait pas leurs contours. Elle percevait seulement leur attitude d'attente. Elles attendaient, comme elles avaient attendu durant des siècles innombrables. Conan avait apporté une grande brassée de branches souples, bien feuillues. Il les disposa pour en faire une couche à l'intention d'Olivia, qui s'allongea sur les branchages avec la curieuse sensation de quelqu'un s'apprêtant à passer la nuit dans le repaire d'un serpent. Quels que fussent les pressentiments de l'Ophirienne, Conan ne les partageait pas. Le Cimmérien s'assit à côté d'elle, adossé à une colonne, son épée posée en travers de ses genoux. Dans la pénombre, ses yeux brillaient comme ceux d'une panthère. « Dors, jeune fille, » dit-il. « Mon sommeil est aussi léger que celui d'un loup. Rien ne pourrait entrer dans cet endroit sans me réveiller aussitôt. » Olivia ne répondit pas. Dans son lit de feuilles, elle observait la silhouette immobile, indistincte dans les ténèbres veloutées. Comme c'était étrange. Elle se trouvait en compagnie d'un barbare qui veillait sur elle et la protégeait. Un membre d'une race au sujet de laquelle tant de récits l'avaient terrifiée dans son enfance. Il faisait partie d'un peuple farouche, sanguinaire et cruel. Ses rapports étroits avec la nature sauvage étaient évidents dans le moindre de ses gestes. Il flamboyait dans ses yeux ardents. Pourtant, il ne lui avait fait aucun mal et son pire oppresseur avait été un homme que le monde disait civilisé. Tandis qu'une délicieuse langueur s'emparait lentement de ses membres détendus et qu'elle s'enfonçait dans les vagues brumeuses du sommeil, sa dernière pensée éveillée fut le souvenir fugace des doigts de Conan se posant avec fermeté sur sa peau délicate. Chapitre 2. Olivia rêvait, et dans ses rêves s'insinuait la suggestion d'un mal ineffable, tapi comme un serpent noir rampant dans un jardin de fleurs. Ses rêves étaient fragmentaires et vivement colorés, fragments étranges d'un ensemble pour le moment inconnu. Puis, ils se cristallisèrent et formèrent une scène d'horreur et de démence, se détachant sur un arrière-plan de pierre et de colonnes cyclopéennes. Elle voyait un grand vestibule. Son plafond, élevé, était soutenu par des colonnes de pierre s'étendant en rangées égales le long des murs épais. Entre ces piliers voletaient de grands perroquets verts et écarlates. La salle était remplie de guerriers à la peau noire et aux traits de rapace. Ce n'étaient pas des noirs. Et ils ne ressemblaient à rien de ce qu'Olivia connaissait au monde, pas plus que leurs vêtements et leurs armes. Ils se pressaient autour d'un homme, attaché à un pilier. Un adolescent au corps élancé et à la peau blanche. Des boucles blondes tombaient sur son front d'albâtre. Sa beauté était plus qu'humaine, pareille au rêve d'un dieu ciselé dans le marbre vivant. Les guerriers noirs riaient et se moquaient de lui, l'invectivaient en une langue inconnue. La forme nue et svelte se tordait sous leurs mains cruelles. Du sang ruisselait sur ses cuisses d'ivoire, éclaboussant le sol de pierre polie. Les hurlements de la victime résonnaient à travers le vestibule. Alors, levant la tête vers le plafond et les cieux au-delà, il cria un nom d'une voix redoutable. Une dague tenue par une main d'ébène interrompit net son cri, et la tête aux cheveux d'or retomba sur la poitrine pâle. Comme en réponse à ce cri de désespoir, il y eut un grondement de tonnerre, comme celui que produiraient les roues d'un char céleste. Une forme se dressa devant les meurtriers. Elle semblait s'être matérialisée du vide. La silhouette était humaine, mais jamais aucun mortel ne revêtit une telle beauté. Elle présentait une ressemblance évidente avec l'adolescent qui gisait, sans vie, retenu par ses chaînes. Pourtant, l'humanité qui adoucissait le caractère divin du jeune homme était absente des traits de l'étranger, terribles et impassibles dans leur beauté. Les hommes noirs reculèrent avec peur devant lui, leurs yeux devenus des fentes de feu.
Levant une main, il parla, et les accents de sa voix se répercutèrent à travers les salles silencieuses en de graves et mélodieuses vagues sonores. Tels des hommes en transe, les guerriers noirs reculèrent jusqu'à ce qu'ils soient alignés en des rangées régulières le long des murs. Alors, des lèvres ciselées de l'étranger retentit une invocation, un commandement redoutable. Yag Kulan Yokta Xutala. Comme ce terrible cri explosait, les silhouettes noires se raidirent et se figèrent sur place. Sur leurs membres s'imposa une rigidité étrange, une pétrification surnaturelle. L'étranger toucha légèrement le corps flasque de l'adolescent, et ses chaînes tombèrent. Il prit le cadavre dans ses bras, puis, avant de s'éloigner, son regard serein passa de nouveau sur les rangées silencieuses des silhouettes d'ébène. Il montra la lune qui brillait par les croisées. Et elles comprirent, ces statues crispées, qui attendaient et qui avaient été des hommes. Olivia se réveilla brusquement et se redressa sur sa couche de branchages. Une sueur glacée recouvrait sa peau. Son cœur battait bruyamment dans le silence. Elle lança un regard éperdu autour d'elle. Conan dormait, adossé à sa colonne. Sa tête était inclinée sur son torse puissant. La lueur argentée de la lune tardive se glissait par le toit béant, projetant sur le sol poussiéreux de longues traînées blanches. Elle apercevait vaguement les statues noires, crispées, tendues, attendant. Combattant la peur panique qui montait en elle, elle vit les rayons lunaires se poser légèrement sur les colonnes et les formes entre celles-ci. Qu'était-ce ? Un frémissement parcourant les ombres là où tombait la clarté lunaire. Elle fut paralysée par l'horreur, car là où il y aurait dû avoir l'immobilité de la mort, il y avait du mouvement. Une lente contraction, une flexion, une torsion des membres d'ébène. Un cri horrible s'échappa de ses lèvres comme elle brisait les liens qui la maintenaient muette et pétrifiée. À son hurlement, Conan se dressa d'un bond, ses dents brillant, son épée brandie. « Les statues, oh mon Dieu, les statues reviennent à la vie !» Comme elle criait, elle bondit et s'élança par une brèche dans le mur, se frayant frénétiquement un passage à travers les lianes qui gênaient sa progression, et courut, aveuglément, sans réfléchir, en hurlant. Jusqu'à ce qu'une prise vigoureuse sur son bras la retint. Elle cria et se débattit entre les bras qui l'emprisonnaient jusqu'à ce qu'une voix familière pénètre les brumes de sa terreur. Elle vit le visage de Conan, un masque de perplexité dans la clarté lunaire. « Au nom de Crom, que se passe-t-il, jeune fille ? Tu as fait un cauchemar ?» Sa voix lui parut étrange et lointaine. Avec un sanglot convulsif, elle jeta ses bras autour du cou puissant du cimérien et s'accrocha frénétiquement à lui, secouée de pleurs. « Où sont-elles ? Nous ont-elles suivis ?»« Personne ne nous a suivis, » répondit-il. Elle se redressa, toujours cramponnée à lui, et lança un regard apeuré autour d'elle. Sa fuite aveugle l'avait amenée jusqu'au rebord sud du plateau. La pente commençait juste à leurs pieds. En contrebas, on ne voyait que les ombres épaisses des bois. Derrière eux, elle aperçut les ruines se découpant dans la clarté de la lune à son apogée. « Tu ne les as pas vues ? Les statues qui bougeaient levaient leurs mains, leurs yeux qui luisaient dans les ténèbres. »« Je n'ai rien vu, » répondit Conan avec un certain malaise. « Je dormais plus profondément qu'à l'ordinaire. Cela fait si longtemps que je n'ai pas eu une nuit entière de sommeil. Pourtant, je suis sûr que si quelque chose était entré dans la salle, cela m'aurait réveillé. »« Rien n'est entré !» Un rire hystérique s'échappa des lèvres d'Olivia. C'était quelque chose qui se trouvait déjà là. Ah, Mitra, nous nous sommes étendus pour dormir au milieu d'elle, comme des brebis cherchant refuge dans un abattoir. « De quoi parles-tu » demanda-t-il. « Ton cri m'a réveillé en sursaut, mais avant même d'avoir eu le temps de regarder autour de moi, je t'ai vu courir comme une folle et disparaître par une brèche dans le mur. Je t'ai poursuivi, craignant que tu te blesses. J'ai cru que tu avais fait un cauchemar. »« C'est bien ce qui s'est passé, » dit-elle en frissonnant. « Mais la réalité est encore plus sinistre que le rêve. Écoute. »
et elle lui raconta tout ce qu'elle avait rêvé et cru voir. Conan écouta attentivement. Le scepticisme naturel d'un homme sophistiqué lui était étranger. Dans sa mythologie, on trouvait des ghouls, des gobelins et des nécromants. Après qu'elle eut fini, il demeura silencieux, jouant machinalement avec son épée. L'adolescent qu'il torturait ressemblait à l'homme de grande taille qui est venu ensuite, demanda-t-il finalement. Comme un fils ressemble à son père, répondit-elle. Puis, avec hésitation, si l'esprit était capable de concevoir le fruit de l'union entre un dieu et un être humain, il ferait le portrait de cet adolescent. Les dieux des anciens temps s'accouplaient parfois à des mortels, disent nos légendes. Quel dieu ? Murmura-t-il. Les dieux sans nom, oubliés de tous. Qui sait ? Ils sont repartis vers les eaux tranquilles des lacs, le sein paisible des collines, les gouffres au-delà des étoiles. Les dieux durent aussi peu que les hommes. Mais si ces formes étaient des hommes, foudroyés et changés en statue de fer par un dieu ou un démon, comment peuvent-elles revenir à la vie ? Il y a de la sorcellerie dans la lune, frissonna-t-elle. Il a montré la lune. Lorsque la lune brille sur elle, elles revivent. C'est ce que je crois. Néanmoins, nous n'avons pas été poursuivis, murmura Conan en regardant vers les ruines silencieuses. Tu as peut-être rêvé qu'elles bougeaient. Je suis d'avis de retourner là-bas et de nous en assurer. Non, non, s'écria-t-elle, l'agrippant avec désespoir. Il est possible que le sort jeté sur eux les empêche de sortir de la salle. N'y retourne pas. Ils arracheront tes membres les uns après les autres. Oh Conan, regagnons notre bateau et fuyons cette île affreuse. Le navire hircanien nous a certainement dépassés à présent. Allons-nous-en. Sa requête était si éperdue que le Cimmérien en fut impressionné. Sa curiosité concernant les statues était contrebalancée par ses superstitions. Il ne craignait aucun adversaire de chair et de sang, même si les chances étaient contre lui. Mais toute manifestation du surnaturel réveillait en lui les peurs instinctives, vagues et monstrueuses qui sont l'héritage des barbares. Il prit la jeune fille par la main et ils descendirent la pente pour pénétrer dans le bois touffu où les feuilles chuchotaient et où des oiseaux nocturnes sans nom murmuraient doucement. Sous les arbres, les ombres s'amoncelaient et Conan fit des détours pour éviter les blocs de ténèbres les plus compacts. Ses yeux allaient continuellement d'un côté et de l'autre, regardaient souvent vers les branches au-dessus d'eux. Il marchait rapidement, quoique prudemment, son bras passait autour de la taille de la jeune femme avec une telle force qu'elle avait l'impression d'être portée plus que guidée. Aucun d'eux ne parlait. Le seul bruit était la respiration saccadée et nerveuse de la jeune femme et le léger bruissement de ses pieds menus dans l'herbe. Ils franchirent ainsi la ligne d'arbres et arrivèrent au bord de l'eau qui luisait pareil à de l'argent en fusion dans la clarté lunaire. « Nous aurions dû emporter des fruits pour pouvoir manger », murmura Conan. « Mais nous rencontrerons certainement d'autres îles. Autant partir maintenant sans attendre. Dans quelques heures, l'aube se lèvera et… » Sa voix hésita et mourut. L'amarre était toujours solidement attachée à la racine de l'arbre. Mais à l'autre extrémité, la barque avait été mise en pièces et fracassée, à demi immergée dans l'eau peu profonde. Olivia émit un cri étouffé. Conan pivota rapidement sur ses talons et fit face aux ombres denses, pareil à une statue, menaçant et prêt à bondir. Le gazouillis des oiseaux nocturnes s'était tu brusquement. Un silence lourd de menace régnait sur les bois. Aucune brise n'agitait les branchages. Pourtant, quelque part, les feuilles remuaient légèrement. Aussi vif qu'un grand félin, Conan prit Olivia dans ses bras et courut. Ressemblant à un fantôme, il traversa rapidement les ombres, tandis que quelque part, au-dessus et derrière eux, s'élevait le bruit curieux d'une course précipitée dans les feuillages. Quelque chose, inexorablement, se rapprochait de plus en plus. Puis, leurs visages furent illuminés par la clarté lunaire, et ils gravirent en une course éperdue la pente du plateau. Sur la crête, Conan posa Olivia à terre et se retourna pour regarder vers le gouffre d'ombre qu'il venait de quitter. Les feuilles remuaient sous l'effet d'une brise soudaine. C'était tout.
Il secoua sa crinière avec un grognement furieux. Olivia se traîna jusqu'à ses pieds comme une enfant apeurée. Ses yeux se levèrent vers lui, 2 puits sombres emplis d'horreur. « Oh, qu'allons-nous faire, Conan ?» chuchota-t-elle. Il regarda en direction des ruines, scruta de nouveau les bois en contrebas. « Nous passerons la nuit sur les falaises, » décida-t-il en l'aidant à se relever. « Demain, je construirai un radeau et nous tenterons de nouveau notre chance sur la mer. »« Ce ne sont pas elles qui ont détruit notre bateau ?» C'était autant une question qu'une assertion. Il secoua la tête, farouchement taciturne. Tandis qu'il traversait le plateau, baigné par la clarté lunaire, chaque pas faisait transpirer d'horreur Olivia. Pourtant, aucune forme noire ne se glissa furtivement hors des ruines. Ils arrivèrent finalement au pied des rochers qui se dressaient devant eux, empreints d'une sombre majesté. Conan s'arrêta à cet endroit, encore indécis, puis il choisit finalement une anfractuosité, abritée par une large saillie rocheuse, située à une bonne distance des arbres. « Étends-toi et dors si tu le peux, Olivia, » dit-il. « Je monterai la garde. » Mais Olivia ne trouva pas le sommeil et resta allongée, observant les ruines lointaines et la lisière des bois, jusqu'à ce que les étoiles pâlissent, l'est blanchisse et que l'aube embrase les brins d'herbe humides de rosée de ses lueurs roses et or. Elle se leva avec raideur, et les événements de la nuit passée occupèrent de nouveau son esprit. Dans la lumière du matin, certaines de ses terreurs ressemblaient aux produits d'une imagination surmenée. Conan vint vers elle, et ses paroles la galvanisèrent. Peu avant l'aube, j'ai entendu le craquement d'une mâture, le grincement de cordage et le claquement de rames. Un navire a mouillé et jeté l'ancre devant la plage, pas très loin. Probablement le navire dont nous avons aperçu la voile hier. Nous allons monter en haut des falaises et les pieds. Ce qu'ils firent, et allongés sur le ventre parmi les rochers, ils aperçurent un mât peint, saillant du faîte des arbres à l'ouest. Un navire hircanien d'après son gréement, murmura Conan. Je me demande si l'équipage... Un concert de voix éloignées atteignit leurs oreilles. Rampant vers le rebord sud des falaises, ils virent une horde bigarrée émerger de la lisière des arbres recouvrant la partie occidentale du plateau et s'arrêter pour engager une discussion. Il y eut beaucoup de mouvements de bras, d'épées brandies et d'arguments exposés bruyamment. Puis, toute la bande se remit en marche, traversant le plateau en direction des ruines, suivant un chemin qui la ferait passer au pied des falaises. « Des pirates !» chuchota Conan avec un sourire sévère sur ses minces lèvres. « C'est une galère hircanienne qu'ils ont capturée. Vite, cache-toi parmi ces rochers. Ne te montre pas sauf si je t'appelle, » lui recommanda-t-il, après l'avoir aidé à se dissimuler d'une manière satisfaisante parmi un amas de rochers sur la crête des falaises. « Je vais au-devant de ces chiens. Si mon plan réussit, tout se passera bien et nous quitterons l'île avec eux. Si j'échoue, ma foi, reste bien caché dans les rochers jusqu'à leur départ, car tous les démons de cette île ne sauraient être aussi cruels que ces loups des mers. » S'arrachant à ses mains qui le retenaient, il descendit rapidement au bas des falaises. Regardant avec effroi depuis son nid d'aigle, Olivia vit que le groupe s'était approché de la pente escarpée des rochers. Comme elle attendait, Conan surgit devant eux et leur fit face épée à la main. Ils battirent en retraite, poussant des cris de menace et de surprise. Puis s'arrêtèrent avec incertitude pour mieux examiner cette silhouette qui était apparue si soudainement des rochers. Ils étaient environ 70, une horde sauvage composée d'hommes de nombreuses nations, Cottiens, Samoriens, Brythuniens, Corinthiens, Chémites. Leurs traits reflétaient la sauvagerie de leurs mœurs. Beaucoup portaient la marque du fouet ou du fer rouge. Il y avait des oreilles coupées, des nez fendus en deux, des orbites béantes, des moignons de poignets. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.